Il faut juste que je passe un coup de téléphone. Le 22, c'est bien les flics? Maintenant, mon vieux, t'es dans la merde! Madeleine, regarde-toi! Hein? Est-ce que tu t'es vu? Ernest! Mon cul! Je peux voir mon cul! Bonjour à tous et bienvenue sur Pape et Cornet pour Radio Campus Amiens. Lexicalement c'est pas ça mais on y est quand même. Sarah, bonjour. Olivier, bonjour. Oui, ça arrive. C'est vrai, ça arrive. Bon, donc on va la refaire, hein. Bienvenue dans Pape et Cornet, votre émission Ciné Canapé sur Radio Campus avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sarah. Tu le fais très bien, pourquoi tu le ferais pas plus souvent? Mais écoute, on va y penser. Donc, aujourd'hui on va faire... alors ça c'est... Pour ce type d'émission c'est toujours bien. C'est les films qui ont fait un bid à leur époque mais qui sont devenus plus ou moins cultes par la suite. C'est vrai, aujourd'hui on a décidé de faire un film voilà, que personne n'a vu depuis très longtemps et c'est bien dommage, donc on avait envie de vous en parler. On a... Après moult réflexions, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait revoir, et il fallait reconseiller, et il fallait qu'on parle de La mort vous va si bien. Voilà, film de Robert Zemeckis, qui date de 92 donc. 92, ouais. Tu peux nous le pitcher peut-être immédiatement, comme ça, pour recontextualiser. Oui, alors le pitch, c'est l'histoire de Hélène et Ernest, qui sont un couple qui se rendent à un numéro de cabaret, une pièce sur Broadway, dont la tête d'affiche s'appelle Madeline Ashton. C'est une vieille amie donc de Hélène. Il s'avère que elle présente son fiancé Ernest à Hélène et que, disons qu'elle n'est pas très rassurée. Il s'avère qu'elle n'a pas tort. Elle avait une idée derrière la tête en lui présentant, de toute façon. C'est ça. Mais voilà, l'idée c'est que effectivement, elle... Comment dire? C'est un peu le test avant mariage et le test que Ernest, bien sûr, va rater. Ernest, tu ne connais pas Madeleine comme moi. Elle veut t'avoir parce que tu es à moi. Elle m'a déjà pris plusieurs hommes avant toi. Et il suffit qu'elle leur fasse le coup du charme et ils se tirent. C'est pour ça que je voulais te la faire connaître avant qu'on se marie, parce que il fallait que je sache si tu pouvais passer l'épreuve Madeleine Ashton. Je t'en prie, n'échoue pas. Je ne le supporterai pas. Je ne sais pas ce que je ferai. Et Hélène, effectivement, a raison, puisqu'il s'avère qu'Ernest va finir par se barrer comme un gros enfoiré. Hein. Le croit-on du moins? C'est plus compliqué que ça. Bah, disons qu'en tout cas, c'est pas elle qui va marier, mais effectivement, il va finir par épouser Madeleine Ashton. Voilà, trop contente de en plus trouver un médecin éventuellement. Milliardaire, chirurgien esthétique, c'est une femme qui vieillit, c'est une femme qui a peur et c'est une femme qui aimerait rester jeune éternellement. Ce qui est le principe même du film. Voilà, Continue exactement. donc à pitcher. Il s'avère que donc Hélène tombe dans une dépression absolument phénoménale, elle devient obèse et folle et elle finit par se retrouver dans un hôpital psychiatrique qui, je pense, hein, sans vouloir trop m'avancer, est soit la réplique exacte, soit le lieu même où a été tourné Vol de Nick Coucou. Je sais pas, le lieu exact, je sais pas si tu t'avances trop ou pas, mais en tout cas l'idée y est, clairement. Disons qu'il y a une très très belle scène d'hôpital psychiatrique qui, moi, me fait beaucoup rire. Un très bel hommage. Voilà, et il s'avère que donc on se rend compte qu'Hélène est devenue folle et obsessionnelle et que la seule chose autour de laquelle tourne sa vie, c'est Madeleine Ashton. Pour que vous retrouviez une vie normale. Pour que nous retrouvions une vie normale. Il faut absolument l'oublier. Il faut l'effacer de votre esprit. Il faut complètement l'éliminer de votre... Quoi? Il faut complètement éliminer Vous avez raison. Quoi? Vous avez absolument raison. À ce stade-là, donc, on sent venir le thriller, le bon gros thriller des familles, et pourtant on se trompe encore, n'est-ce pas Sarah? C'est tout à fait ça. En même temps, ça pourrait être un film psychologique, ça pourrait être un drame, ça pourrait être un film d'horreur.
Ça pourrait être plein de choses, on sait pas trop où on s'en va, mais bon, de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on ne laisse pas le temps de nous reposer et qu'on nous emmène encore et encore jusqu'au moment où on veut arriver, c'est-à-dire 14 ans après le début du film. Donc alors tu dis qu'on sait pas très bien où on est quand même déjà dans une comédie bien balisée. Oui, disons que les codes sont étranges, on a des choses très inquiétantes, des situations qui sont censées être un peu badantes, on a un fil rouge qui nous emmène sur une histoire, on se dit il va se passer des choses affreuses et en même temps, très personnellement, on est déjà mort de rire. Donc le truc c'est que on fait des sauts dans le temps absolument phénoménaux. On se retrouve donc 14 ans après le début du film. Il s'avère que le mariage merveilleux de Madeleine et de Ernest est devenu une catastrophe absolument extraordinaire. Voilà, entre une has-been qui n'arrive absolument pas à assumer son âge et un alcoolique profond qui a quelque peu changé de carrière. Oui, on se retrouve dans une espèce de... C'est un peu la guerre des roses hein, en version comique, mais... Enfin, comique. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est la situation typique de couple. Voilà, ils vivent à Beverly Hills, ils sont riches, ils ont une maison extraordinaire, ils ont un hall d'entrée en marbre qui doit faire à peu près 80 mètres carrés. Et bien sûr, ils passent leur temps donc à s'engueuler. Effectivement, Madeleine est devenue complètement has-been. Elle a arrêté de travailler en même temps. Son mari est riche. Et son mari, qui est toujours riche, par contre, est devenu alcoolique. Et effectivement, il est passé de chirurgien esthétique à médecin alternatif. Comment ça s'appelle dans Six Feet Under? Ils le font, Six Feet Under que tu aimes tant. C'est thanatopracteur. C'est devenu un thanatopracteur. Effectivement, aux méthodes absolument géniales. J'aimerais vous demander quel est votre secret. La peinture au pistolet. Vous voyez, un maquillage normal sur une peau morte, ça sert à rien. Les pores sont trop secs. Il faut utiliser une palette de produits et les faire entrer pratiquement de force. Alors, oui, un jour, j'étais dans une quincaillerie et je me suis dit, tiens, pourquoi pas de la peinture pour mannequin? Elle contient un produit chimique adhésif, permet une incroyable variété de couleurs chaudes. Excusez-moi. Et suite à cette merveilleuse discussion, on retrouve donc la pauvre Hélène qui vivait avec ses 154 kilos et ses 18 chats et sa chaîne de télévision, qui donne une soirée où elle a invité Madeleine et Ernest et qui s'avère être devenue une espèce de bombasse absolument ultime, du haut de ses 50 ans. Du haut de ses 50 ans, elle en fait 25, 30 on va dire. Allez, 35 pour être gentil. 35 oui, c'est Goldie Hawn, mais ça on y reviendra sur les acteurs. Et donc là, on part dans un espèce de délire absolument dingue puisque Madeleine devient folle et Madeleine est vieille, Madeleine le vit mal. Voilà, elle cherche une solution pour retrouver elle aussi cette jeunesse éternelle parce qu'elle est un petit peu vénère de voir son ancienne copine absolument sublissime. Et il faut avouer qu'elle est tout à fait sympathique. Alors c'est là qu'on arrive donc plutôt à la clé du film. Ouais, alors le premier climax, on va dire. Ça a été la grande discussion entre nous. Est-ce qu'on le spoil ou est-ce qu'on ne le spoil pas? Alors... Moi, je serais pour spoiler, sinon ça va être difficile de vous parler de la suite. Pour les gens qui ne voudraient pas écouter le spoil, vous pouvez éteindre votre radio. Pour les gens qui auraient déjà vu le film, ce sera pas une grande surprise. Et pour les gens qui s'en foutent parce qu'ils regarderont le film quand même parce que ça a l'air drôle, et vous pouvez rester. Ceux qui éteignent leur radio, revenez quand même dans 10 minutes parce qu'après, nous, on se fait engueuler par nos patrons. Hein, faut pas déconner quand même. Hein. On conseille pas comme ça d'éteindre Radio Campus. Mais revenez effectivement parce qu'on va aussi vous parler d'autres choses et puis on vous passera de la musique. Donc il s'avère, n'écoutez pas trop fort si vous ne voulez pas, qu'on propose à Madeleine un espèce d'élixir magique. Voilà, une solution miracle, quelque chose de surnaturel. Elle rencontre donc une femme qui vit dans un château avec des boys qui ont l'air téléguidés. Et 13 années 80. Et 13 années 80. Et elle se voit effectivement offrir un élixir de jeunesse éternelle qui fait que non seulement elle va arrêter de vieillir, elle ne mourra pas, mais surtout, elle va rajeunir. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous êtes venu chercher. Un peu de magie dans ce monde obsédé par la science. Un tonique. Une potion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle offre la jeunesse éternelle. Et je me permets une offuscation, tu dis... Oui, j'invente des mots. Tu nous dis qu'elle ne mourra pas. C'est pas tout à fait exact. Non, mais c'est systématiquement. Ce qu'on lui laisse entrevoir. Oui. La vie éternelle. La jeunesse éternelle. La vie éternelle, siempre viva, et la jeunesse éternelle. Ça, c'est ce qu'on lui vend. Après, Comme toutes les choses, on lit pas les petites lignes en bas. Voilà. Donc il s'avère que effectivement Madeleine fait ses petites affaires et que pendant ce temps-là, Hélène, qui n'est pas contente, a décidé de venir se venger parce qu'elle est toujours un peu folle. Hein. C'est pas parce qu'elle est devenue super bonasse que elle a retrouvé la santé mentale. Et elle s'en va donc chercher Ernest pour essayer de le reconquérir, croit-on? Oui, et puis comme elle le disait dans l'extrait qu'on a passé précédemment, en réalité, la solution c'est d'éliminer Madeleine.
Voilà. C'est-à-dire que quand on est obsessionnel, c'est pour la vie. Elle se rend donc chez Ernest, dans une scène de toute beauté, et elle va essayer de lui expliquer que finalement, Ernest qui commence à se rebeller alors que c'est devenu un gros loser de la vie, ben, même ça, c'est pas une bonne idée. J'aurais dû divorcer il y a longtemps avec Madeleine. Et bon Dieu, c'est exactement ce que je vais faire à la première heure demain matin. Je vais descendre en ville et je vais obtenir le divorce avec Madeleine Ashton. Ernest, Bon, à la première heure lundi matin. Ernest. Je veux dire, mardi au plus tard. Ernest, un divorce en Californie? C'est exactement ce qu'elle voudrait que tu fasses. Tu n'as aucun don pour la pauvreté. Donc on comprend bien que voilà, on atterrit dans l'espèce de, effectivement, on retombe dans le thriller, hein, parce que ça aussi pendant très longtemps sur plein de genres. La question est de savoir si Ernest ou pas va donner suite au plan machiavélique de son ex-copine d'il y a 14 ans qui est devenue folle. Mais il s'avère qu'Ernest, parce que quand même Ernest est un gros loser, mais c'est pour ça qu'on l'aime, on vous expliquera pourquoi on l'aime. Ernest qui est un gros loser décide de ne pas donner suite à Madeleine, à Hélène. Hélène. Cela étant dit, comme il est un peu con, parce que quand même il n'est pas très futé. Disons qu'il n'est pas très perspicace et qu'il fait des choses malgré lui et que... Il est complètement ravagé par l'alcool aussi, ça aide pas. C'est vrai. À la base, je suis pas sûr qu'il soit stupide, mais ravagé, oui, par l'alcool au bout l'alcool, d'un moment. son mariage, sa oui. femme, sa carrière, bref, tout un tas de trucs. Et puis aussi, effectivement, peut-être par une espèce comment dire, de sentiment perpétuel d'être pris pour un con, là, pour le coup. Surtout par cette abominable bonne femme qui lui sert d'épouse. Voilà, qui va mener à une scène absolument phénoménale. Je reviens sur la Gare des Roses parce que on a ce même genre de scène dans la Gare des Roses qui va en venir à une engueulade qui finalement fera que le film, pour le coup, va encore vivre un nouveau climax. J'ai dit que je te trouvais minable, et c'est ce que je pense. Mais à qui crois-tu parler, mon coucou? Salope ringarde et minable qui, semaine après semaine, ressemble de moins en Et moins à toi, celle que mon j'ai gros, épousée. pour qui tu te Et de prends? plus en plus, un Tu n'es cajot. plus rien. Oui, un cajot. Ernest. Tu Voilà n'es ce que plus je peux te rien. dire. Un clown tragique, regarde comment tu as bouffif, kiffé. flasque d'alcoolisme. Fais attention, C'est Madeleine. ça que tu es flasque. Attention à ce que tu dis. Flasque. Attention à ce que tu dis, Madeleine, je ne supporterai pas plus. Je ne supporterai pas ça plus longtemps. Oh, si tu supporteras tout comme tu l'as toujours fait. Tu n'es même plus un homme et c'est d'un homme dont j'ai besoin. Donc ça fait 2 extraits où on entend Ernest pas du tout se faire castrer par les bonnes femmes Pas du tout. immondes qui l'entourent. Absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, on n'a toujours pas dit qui est l'acteur, mais logiquement, à la voix, vous l'avez déjà reconnu. Non. Pas du tout. Donc voilà, cela étant dit, on s'imagine très bien que les choses vont mal tourner. Effectivement, elles tournent très mal. Il arrive des malheurs à Madeleine. Il arrivera des malheurs à Hélène. Oui. Il arrivera ensuite des malheurs peut-être à Ernest. On ne vous dit pas, Il lui est peut-être que déjà oui. arrivé pas mal de malheurs, lui. C'est vrai. Il en a déjà pris quelques-uns dans la tronche. Mais il s'arrête pas en si bon chemin. Et disons qu'après, c'est le moment aussi où c'est lui qui devient le héros du film. C'est-à-dire que c'est sur lui qu'on va se concentrer et c'est lui qui va devenir au centre de l'intrigue. Contrairement au début où c'était plus les deux actrices. Là, c'est on change un peu d'équilibre et c'est donc Ernest qui va devenir le héros qu'on suit jusqu'à la fin du film. Héros malgré lui. Voilà, parce qu'on va pas non plus vous raconter toute la fin, sinon c'est pas drôle. Non. Et en plus, ça vaut le détour, donc on va pas vous le dire. Alors, on repart, donc on arrête avec le pitch et puis on va repartir un petit peu plus sur... Oui, on est déjà allé loin dans le pitch là. Oui, assez. On va repartir sur la fiche du film. Donc, Ouais. les acteurs, le trio avant tout. Alors le trio d'acteurs, effectivement, pour les gens qui doivent s'en douter un petit peu, on retrouve Bruce Willis dans ses grandes années de comique. Là, même, probablement le climax là aussi. on peut dire. Le summum de sa carrière, hein, pour toi donc. Bruce Willis qui, avant de sauver le monde, d'être John McClane, d'être dans le 5e élément, de faire... Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? L'Armée des 12 singes. Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4, Die Hard 5, bientôt Die Hard 6. Arrête. G.I. Joe. G.I. Joe, Expendables. Oh oui. Oh. Bref, Bruce Willis, Je sauve le monde. Avant, avait une carrière où il aimait bien faire rigoler ses petits copains, juste pour l'anecdote, c'est quand même quelqu'un qui a commencé dans la série Clair de Lune. Pour les gens qui s'en rappellent, je sais que c'est très très loin. C'était une série complètement délirante et sous acide qui ressemblait à n'importe quoi et qui pour le coup était très drôle. Et Bruce Willis et Sybil Shepherd étaient absolument à mourir de rire. Voilà. C'est après qu'il a sauvé le monde. Oui. Mais à l'époque, il était marrant. Il se faisait exploser sur des comètes à l'époque, il aurait dû s'arrêter là. Non, ce film n'a jamais existé. Ah bon? Non, Michael Bay non plus alors? non, Cool. jamais. Toujours est-il que donc Bruce Willis au sommet, au top du top de sa carrière de comique et en loser, il est absolument délicieux. Ah, il faut l'imaginer avec une petite calvitie, une petite moustache ridicule quand même. Oui, c'est pas faux. Et puis une dégaine et une démarche assez exceptionnelle aussi. Et en face, donc, ces fameuses
immondes pétasses qui lui servent de vie sociale, on retrouve Meryl Streep, Elle aussi qui qu'on n'est ne présente plus, hein, pardon, mais... pas forcément, mais on peut noter que comme Bruce Willis, on ne l'imagine pas systématiquement aujourd'hui dans la comédie. Mais plus maintenant qu'elle a pris un peu d'âge et qu'elle peut se permettre de faire autre chose, Oui, alors. où on a l'impression qu'elle fait des films et qu'elle s'éclate un petit peu. Elle a eu une grande partie de sa vie où elle faisait des beaux films, des grands films, des films graves, des drames, des tragédies. Elle a eu des Oscars, elle a eu des... bon bref, Meryl Streep, quoi. Ouais, j'ai toujours pas vu Le Choix de Sophie, mais il paraît qu'on se tape relativement peu le cul à terre de rire. Et je sais pas parce que moi non plus je l'ai pas vue, je sais c'est pas bien, mais j'ai vu d'autres films avec elle où effectivement on sait tous que c'est une grande actrice, hein, je suis pas du tout en train de dégoiser sur elle, mais voilà, elle aussi, avant, elle a fait des choses un peu légères et un peu drôles, et pour le coup, dans la comédie, je la trouve, moi, extraordinaire. Bah, parce que le film est léger, mais elle joue absolument divinement bien dans ce film. Ah oui, bien sûr, mais... Elle est pas particulièrement en sous-régime. Ah non, pas du tout, je la trouve vraiment exceptionnelle, enfin moi elle m'a fait mourir de rire, Oui, voilà, oui. je la trouve vraiment géniale. Et puis tu sens qu'elle est à la fois dans le comique et puis à la fois dans l'espèce de peste, l'espèce de harpie absolument immonde, et que ça aussi, elle s'éclate à le faire et c'est génial à regarder. Tout à fait. Et pour finir, donc on trouve Goldie Hawn. Alors là, faut que tu m'en parles. Alors Goldie Hawn, alors, c'est un peu plus compliqué, c'est... elle approche les 70 ans, Goldie Hawn. Alors pour les gens qui regarderaient La mort vous va si bien, sachez qu'elle a toujours la même tronche, ce qui est quand même génial. C'était la femme de Kurt Russell, c'était la mère de Kate Hudson. C'est toujours la femme de Kurt Russell, je crois, non? Non, je crois pas. Ah bon. Mais nous ne sommes pas là pour non, ça. c'est pas très intéressant. Non. Mais voilà, c'était plus une personnalité pendant des années et des années. Elle a une filmographie quand même tout à fait honorable. Elle a commencé dans Sugarland Express, qui était le premier film de Spielberg qui a été présenté à Cannes avant Duel, qui est, je vous le conseille en passant, un film super chouette à regarder. Ouais, c'est inexact dans la chronologie, j'en suis quasiment sûr, mais à part ça, tu as raison. Mais il est sorti avant. Il a été présenté à Cannes avant ça, mais parce que Duel, tu parles aussi de la sortie cinéma alors que le film a été fait bien avant pour la télé. Donc Oui. c'est pour ça que la chronologie est compliquée. Bon bref, donc un des premiers films de Spielberg, un des 2 premiers, ça te va comme ça? Ouais, parfait. Toujours est-il qu'elle a commencé là-dedans et que voilà, ça vaut le coup d'œil parce que c'était un beau film. Donc Goldie Hawn, c'est un petit peu la Farah Fawcett de notre époque qui ne mourra jamais. Oh, quelle comparaison. Ben, elles ont un peu le même faciès, la même dégaine, elles ont le même sourire, il y a quelque chose de... De Farah Fawcett. Ouais, vraiment. Et elle fait pas beaucoup de films, mais voilà, quand elle fait des films, elle sait pourquoi elle est là, et en général, on a un peu de mal à l'oublier. Alors, moi qui ne Alors, connais... je précise qu'elle ne tourne plus depuis 2002, donc ne cherchez pas des films récents. Moi qui ne connais pas bien du tout Goldie Hawn ni Farah Fawcett, je vais vous dire, elle est vachement bien. Voilà, Oui, ça elle est vole pas vachement haut, bien. ça vole pas haut. Mais... Oui, elle est vachement bien parce qu'elle était, ça a l'air d'être une sacrée emmerdeuse, mais ça a été une actrice à la fois dramatique et à la fois comique en même temps. Donc, si elle a tenu quand même avec une carrière aussi longue, c'est qu'elle a un petit peu de, comment dire. Ah oui. Ouais, non, Non, pas un peu de prestance, bagage, mais voilà, elle a quelque chose qui fait qu'on peut pas juste dire c'est la femme de Kurt Russell. Elle tient tête à Meryl Streep dans le film quand même. Oui. Donc c'est déjà pas mal. Moi, elle me ferait penser à une sorte de Gina Davis qui se serait pris une matraque dans la gueule et ça lui aurait déglingué le cerveau. Et elle est devenue complètement folle. Dans ce film, je parle, bien sûr. Elle a un petit peu le côté souris folle, ouais. Voilà. Mais qu'on aime bien et qui pour le coup rentre très bien dans le film parce qu'effectivement elle joue une cinglée ultime et qu'elle fait ça avec beaucoup de bonheur, ça se voit aussi. Ultime. Bah, vraiment, parce que Meryl Streep est en face, elle est pas mal aussi. Les deux, c'est ça, les deux sont... Mais je te Ouais, signale que Madeline et Hélène, parce qu'elles ne s'appellent jamais par leur prénom, elles ont toujours des petits diminutifs et elles s'appellent respectivement Mad et Hell. Oui. Donc pour moi ça veut tout dire déjà. Ah oui. Il y en a une qui est folle et l'autre c'est l'enfer. Voilà. Et puis juste... Ah et juste... Ah oui vas-y. Non, mais j'allais parler... non, tu veux reparler de Goldie Hawn peut-être? Non, j'allais juste mentionner au casting quand même parce voilà, que... on est d'accord. Voilà, c'était... Dans la catégorie, je suis jamais là que 3 minutes dans chacun des films que je fais, mais je suis toujours marquante. Oui, mais surtout dans la catégorie coucou. Salut, c'est moi, Isabella Rossellini. Moi, je m'arrête à Blue Velvet de David Lynch parce que pour moi, c'est ça, Isabella Rossellini. Je sais qu'elle a fait d'autres choses. Hein, mais... Je vais me faire taper si je dis une grosse bêtise, mais elle a pas fait aussi 3 minutes dans Sailor et Lula? Excusez-moi, je viens de faire bugger Sarah. Il me semble effectivement, mais comme dans Sailor et Lula, il y a plein d'acteurs des autres films qui viennent faire des caméos de 2 minutes. Il y a de fortes chances qu'elle soit là. Et pour moi, voilà. Isabella Rossellini, pour moi, c'est je fais des caméos de 3 minutes, mais je suis toujours génial. Tout à fait. Effectivement, c'était bien elle. Bon. Bref, donc voilà, oui, Sailor et Lula, Blue Velvet, pour moi c'est voilà Isabella Rossellini, David Lynch. Oui. Ils ont été mariés pendant je sais pas combien d'années. Pour moi ils sont. J'ignorais. Voilà et donc qui vient jouer l'espèce de
de sorcière des temps modernes et en même temps très archaïque, qui se balade à poil avec des joyaux sur elle et puis limite elle a des guépards comme ça autour de sa piscine, qui vient jouer donc la La sorcière. Ouais, la sorcière, Celle qui donne la potion. Donc, comment ça porte un nom, je crois, dans le scénario, mais je l'ai oublié. Mais Non, elle a pas de titre, elle a juste un nom, elle s'appelle Liesel von Roman. oui, non, je voulais dire ce type de personnage qui vient et qui va donner l'aventure au film. Tu m'en demandes trop. Non, mais c'est pour ça, j'étais parti. Mais je reviens. Donc, que dire? Alors après, on peut parler de Zemkis. Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça a fait un bid et donc ça a un peu freiné sa carrière. Ça aurait pu freiner sa carrière, sauf que 2 ans après, il a fait Forrest Gump. Oui, et puis avant, il avait fait Retour vers le futur, donc même s'il avait fait un bid, globalement, il était quand même assuré derrière de pouvoir au moins avoir une chance. Oui, il était tout. Il a fait avec Forrest Gump et il s'est pas raté. C'est un protégé de Spielberg. Alors, on peut dire un réalisateur qui aime le film de genre. Donc, il a fait effectivement des Roger Rabbit, des Retour à le futur. Et on sent. Seul au monde, étrangement. Seul au monde. Seul au monde. Contact. Flight, qu'on est allé voir l'année dernière. Ouais, alors ça, c'est déjà après sa très mauvaise période. Donc, c'est encore autre chose. Oui, mais c'était juste pour mentionner la diversité des films qu'il fait, puisqu'effectivement, il fait du film de genre et donc il fait plein de genres de films. À l'époque, jusqu'à Forrest Gump et particulièrement dans ce film, je le tenais aussi pour le mec qui aime beaucoup les effets spéciaux, mais qui ne fait pas des films que pour ça. C'est l'un des meilleurs utilisateurs pour moi d'effets spéciaux. La mort vous va si bien a remporté l'Oscar cette année-là. Les effets visuels. Voilà, Oscar, BAFTA. Il faut avouer que pour un film des années 80, début 90, visuellement, c'est une merveille. Oui. C'est extraordinaire. Il l'utilise avec une belle subtilité. Enfin, je veux dire, c'est pas des films qui n'existent pas où on fait exploser des météores et des Bruce Willis. Non, pour ceux qui ont. C'est des films où on fait des trous dans le ventre de Goldie Hawn et on casse la tête de Meryl Streep. Voilà. C'est génial. Et on adore ça. Mi-pâte à modeler, mi-stop motion, un peu de prémisse de numérique, je suppose. Et en tout cas, c'est hyper bien foutu. Mais c'est très impressionnant, hein, parce que ça a l'air de rien quand on dit 92, ça fait quand même 22 ans. Regardons des films avec des effets spéciaux des années 90. Poulain de Spielberg, l'homme qui sortira une poignée d'années après Jurassic Park. Donc, mais moi j'aime beaucoup chez Zemkis, au-delà du fait que ce soit hyper bien fait, c'est sa façon de toujours se servir intelligemment, enfin ses effets spéciaux servent intelligemment le scénario. Oui, sinon en même temps Spielberg ne serait pas allé le chercher. Parce qu'il avait un peu de pif quand même à l'époque. Mais oui, il y a quelques-uns qui l'avaient été cherchés par... Donc, Spielberg est allé chercher chez Corman, de l'écurie Corman des années 80, plein de réalisateurs et plein d'acteurs qu'il a produit, qu'il a soutenu. On peut citer entre autres Zemeckis et Dante qu'il est allé chercher en même temps pour faire des genres de films très différents. Et dans les acteurs, par exemple, chez Corman, on trouvait des gens comme Meryl Streep et comme Jack Nicholson. Donc c'est la bonne écurie des années 80, 70-80. Il y a un lien pour moi entre... Là, dans cette conversation, je vois un lien entre Dante et Zemkis. C'est leur amour inconsidéré pour le cinéma. Ce sont des grands cinéphiles, ce qui à l'époque, c'était encore nouveau. Et c'est bourré de références. Ça a toujours été mon petit point faible, les références, la mise en abîme et autres. Et La mort va si bien est une vraie comédie, une bonne comédie des familles. Oui, c'est de l'humour noir, mais c'est absolument génial. C'est blindé de références de films d'horreur. Ça me faisait beaucoup penser à la famille Addams parce que c'est contemporain, que c'est très gothique. C'est très gothique. Les deux sont très gothiques. Les codes du genre. Alors que les deux sont vraiment des comédies familiales. La famille Addams encore plus familiale, je dirais, parce que ça impressionne moins. Oh, de famille. La mort vous va si bien. Impressionne un peu plus je le mettrais pas je mettrais pas des petits enfants devant La mort va si bien tandis que je le ferais devant la famille Addams. Non, et puis au-delà de ça, je veux dire je ne mettrais pas ça devant des enfants dans le sens où tout simplement le langage n'est pas fait pour les enfants. C'est vrai aussi. Contrairement à la famille Addams où c'était un peu plus édulcoré, familial, vraiment familial pour le coup. Ouais, là c'est vraiment c'est de la comédie noire d'adultes cynique, affreuse où il se passe des choses immondes, mais sans être si noir que ça. C'est pas non plus, tu parlais de Dante. Non, je parlais d'humour noir. Oui, non, mais c'est pas, parce que c'est pas non plus Gremlins 1. On n'est pas non plus dans... Comment dire, on n'est pas non plus dans le sadisme. Gremlins 1, c'est un petit peu glauque. Oui, voilà. Pour des enfants. Il y a voilà. On est entre les deux. Entre la famille Addams et Gremlins 1. On est dans un truc que fait beaucoup Zemeckis et qu'il le fait très bien. On est dans du film de genre populaire. Fait pour être populaire. Oui. Et il le fait extrêmement bien. Contrairement à Dante qui fait des films de genre mais qui sont pas populaires. Mais il aime bien, il s'en fout. Oui. Non, il nous l'a dit. D'accord. Il nous l'a dit il y a 2 ans, il m'a dit je m'en fous.
D'accord, ok, très bien, bah écoute, parfait. Mais je ne sais plus ce que je vais dire. Du coup. Mais ça, dès qu'on te parle de Dante, toi, hein, Ah, mais je vrille. on a fait Lynch et Dante, on a fait les deux là, sur cette émission. Attends, donc, t'es la famille Adams en plus, Ah oui, je prends le feu là. J'étais un peu trop blindé la tête. Ouais, je suis navrée, donc non, bah du coup, tu vas finir cette émission tout seul. Entièrement. Entièrement. De toute façon, j'ai pas grand chose personnellement à rajouter. Non, donc moi je vais réinsister sur quelques points essentiels pour moi. Bruce Willis, enfin les trois acteurs grandioses. Merveilleux. Un vrai bonheur. Mais chacun, enfin, je veux dire, la légendaire Meryl Streep, l'ex-légendaire Bruce Willis ou la moins connue Goldie Hawn, c'est un trio fantastique. Une vraie comédie où on rit vraiment et de façon positive, avec en même temps des références aux films d'horreur ou à autres. Hein. Même pas que de films d'horreur. On parlait tout à l'heure de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a une scène qui la reprend, qui est filmée exactement de la même façon. Très très bien foutu. Donc, et ça avait fait un bid injuste, mais aujourd'hui, je crois que les DVD se vendent bien. Hein, Oui, bah, peut-être, mais peut-être aussi que ça avait fait un bid parce que, faut pas se leurrer, on est au début des années 90 et soit on fait des comédies, soit on fait des drames, soit on fait des films d'horreur, soit on fait des films sociaux. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un film totalement polyforme et en même temps qu'il y a un message qui plaît pas forcément à Hollywood, c'est-à-dire la quête de la jeunesse éternelle. Voilà, il faut pas vieillir et surtout il faut pas réfléchir. Voilà, c'est des choses qui passaient peut-être pas forcément à l'époque, en plus noyées dans un truc qui était difficile à catégoriser. Oui, mais il y a oui. Après, c'est-à-dire on va voir une comédie, mais en même temps il y a des gens qui meurent. C'est étrange. C'est un bide relatif. Il peut y avoir plein d'explications. Je me souviens, je vais terminer là-dessus, de Michael Youn une fois qui avait dit oh, il y a de la place pour tous les genres de films à tout moment, et Baffy qui était là qui lui avait répondu ouais, mais quand t'as le monde de Nemo et le Seigneur des Anneaux en face de toi, c'est quand même vachement dur. Donc des fois. On n'aurait pas mieux dit. Des fois. Conseil. Très bien. Conseil du jour. Pensée croisée bizarre. Je vais conseiller Thelma et Louise de Ridley Scott qui est sorti en 91, donc l'année d'avant. Tout simplement parce que Goldie Hawn m'a fait penser que son dernier film était avec Suzanne Sarandon et moi, il me fait penser à Gina Davis. Et que j'aime Suzanne Sarandon. Et que voilà, du coup, Thelma et Louise, qui pour moi est un grand classique du cinéma américain, même si c'est un film de Ridley Scott. C'est un des films qui rappelle que Ridley Scott est un grand réalisateur quand il veut. D'accord. Alors, en tout cas, pour les gens qui auraient vu des films de Ridley Scott en genre, allez voir Thelma et Louise parce que c'est un film absolument génial. Olivier, ton conseil? Du coup, j'aurais adoré conseiller Alien. Mais non. Du coup, oui, ça va être le festival de Cannes. Je pense que je vais être très énervant et en parler de temps en temps. Tu me taperas quand il le faudra, Sarah, je compte sur toi. Pas t'es loin. Mais il y a Tommy Lee Jones qui revient 9 ans après son premier film qu'il avait déjà présenté à Cannes. Et je me suis dit, tiens, son premier film, il était vachement bien. Il s'agissait de 3 enterrements. Un sous-titre beaucoup plus long en espagnol que je ne me risquerai pas parce que je ne l'ai pas noté sous mes yeux. Un western contemporain, contemplatif, scénarisé par Guillermo Arriguera. Je dois écorcher un peu son nom, mais c'était le scénariste de Babel, de 21 grammes. Et c'était très très chouette, c'était très très beau. Et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus avant le deuxième Tommy Lee Jones, jetez-y un coup d'œil. Il avait été présenté à Cannes, il avait reçu le prix du meilleur scénario et le prix du meilleur acteur. Pour Tommy Lee Jones, en l'occurrence. Ok. Très bien. Comme le disait Ewan McGregor dans Moulin Rouge, elle aime le joueur de sitar, pas le Maharaja.